La transition énergétique, c'est le fait de sortir d'une société qui utilise énormément d'énergie fossile pour aller vers une société qui consommerait moins d'énergie et plus d'énergie renouvelable. La transition énergétique, ça n'a rien de nouveau. Nous en parlons depuis les années 70, depuis les chocs pétroliers. Mais force est de constater que notre consommation d'énergie a, depuis ces années-là, fortement augmenté. Aujourd'hui, il est temps de faire un bilan de nos actions pour aller vers une transition énergétique 2.0. Volteface, c'est un partenariat entre l'Université de Lausanne, Romande Énergie et le canton de Vaud. L'idée de ce partenariat, c'est de voir comment notre société est aujourd'hui structurée autour de l'énergie. C'est aussi de comprendre ce qui nous motiverait à aller vers une transition énergétique, mais aussi de comprendre ce qui nous freine et ce que nous devons dépasser pour y arriver. Romande Énergie contribue depuis déjà de nombreuses années en fait, à proposer aux clients, finalement à la société, une manière intelligente d'utiliser l'électricité pour mieux maîtriser sa consommation. Mais je dirais comme tous nos confrères et l'essentiel des acteurs de la branche, il est vrai que nous regardons cette problématique essentiellement sous l'angle des solutions, sur le plan technologique. Mais nous comprenons somme toute relativement peu ou pas le comportement de nos propres clients face à ce que nous leur proposons. Sont-ils prêts à vraiment accepter ces changements d'habitude, d'utilisation? C'est un monde qui nous est pas familier. C'est la raison de notre participation, de notre très grande motivation à contribuer au projet Volteface. L'énergie, elle est au cœur de notre société et que souvent on n'en a pas conscience. Sans énergie en abondance, pas de voyage à Barcelone chaque week-end, toutes ces choses-là sont possibles grâce à une énergie bon marché. Et puis pour prendre notre avenir énergétique en main, il faut penser, consommer et agir autrement. La Suisse consomme actuellement 2 fois plus de ressources qu'elle est capable d'en produire. Donc nous devons changer notre manière de consommer l'énergie en particulier. Et dans ce cadre-là, quel est le rôle que l'université peut jouer? C'est d'apporter un éclairage sur la transition énergétique. C'est le souhait, au fond, que la recherche corresponde à des vraies préoccupations de la société. Volteface, c'est une communauté d'échange avec des chercheurs de l'Université de Lausanne et des acteurs de la société qui vont travailler ensemble sur les aspects sociétaux de la transition énergétique. Aujourd'hui, il faut aussi aller au-delà des solutions d'experts, des solutions qui seraient faites en laboratoire et qu'on mettrait en place sur le territoire. Donc la technologie seule, elle ne règle pas le problème. Elle va nous aider sans doute, mais elle ne règle pas le problème. Il faut changer nos usages, il faut changer nos modes de vie, nos modes de consommation. Et c'est sur ces questions de changement que nous voulons travailler. Volteface, ça va se passer sur 3 années. On va commencer par faire un état des lieux de la transition énergétique à partir des workshops qui ont eu lieu aujourd'hui. L'idée ensuite, c'est de lancer des projets de recherche. Tout au long de ces projets de recherche, il y aura des rendez-vous Volteface, des conférences, des workshops. Donc moi je me réjouis beaucoup de tout ce qui va sortir et de la prise de conscience aussi qu'on va pouvoir avoir les uns et les autres de ce défi énergétique. Au final, le but de Volteface, c'est d'arriver à comprendre ce que c'est la transition énergétique et de la rendre concrète. Les résultats qu'on obtiendra de Volteface, nous allons essayer de les implémenter sur le campus, faire des expériences de comportement. Donc le campus va servir de laboratoire vivant de la transition énergétique. Monsieur le Président du Grand Conseil, Madame la Conseillère d'État, Monsieur le Conseiller aux États, Mesdames les Conseillères nationales, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les syndics et conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les chefs de service de l'État de Vaud, Mesdames et Messieurs les directrices, vice-recteurs, vice-présidents et doyens représentant l'Université de Lausanne, l'EPFL, l'Université de Genève et la HESSO, Monsieur le Président du Conseil d'administration et Monsieur le Directeur de Romande Énergie, Mesdames et Messieurs les invités des milieux politiques, administratifs, économiques, professionnels, associatifs et académiques,
Mesdames et Messieurs les étudiants, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi, en ma qualité de recteur de l'Université de Lausanne, de vous souhaiter la très cordiale bienvenue sur le site de l'UNIL pour la partie officielle de cette journée de réflexion et d'appel à projets. Il s'agit du premier rendez-vous de la plateforme Volte-Face, qui est un processus inédit qui se déroulera jusqu'en 2017 et qui a l'ambition de faire collaborer les milieux académiques avec les entreprises et les administrations publiques sur un thème crucial pour notre avenir commun, celui de l'énergie. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir si nombreux dans cet auditoire de l'Amphimax pour au moins 3 raisons. Tout d'abord, ce projet s'inscrit dans le cadre de l'initiative lancée par le Conseil d'État en consacrant 100 millions de francs à la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. L'université a immédiatement répondu présent à cet appel du Conseil d'État. Il faut dire que depuis plusieurs années, l'université a fait de la durabilité un de ses thèmes majeurs, sous la houlette du vice-recteur Benoît Frein, qui a rapidement eu la volonté de s'engager pour montrer que le défi lancé par le Conseil d'État ne trouverait pas de réponse uniquement par des recettes technologiques, mais que le véritable enjeu énergétique était ancré dans le comportement de chacune et chacun d'entre nous. Benoît Frein et ses collaborateurs sont entrés en contact avec un partenaire incontournable qui connaît parfaitement le terrain du point de vue des questions énergétiques, la Romande Énergie. Voilà pourquoi le projet Volte-Face est un partenariat original et prometteur entre l'État de Vaud, Romande Énergie et l'Université de Lausanne. La seconde raison qui me ravit est que l'université a par définition des missions d'enseignement et de recherche, mais aussi la tâche et la volonté de dialoguer en traitant les questions qui intéressent ou qui préoccupent le public. Cette ambition de se mettre au service de la société en apportant son regard, son expérience et son éclairage est essentielle au positionnement de l'Université de Lausanne. Le projet Volte-Face en est un exemple de plus, un projet de longue haleine qui est un apport concret de l'université à un débat fondamental pour l'avenir du canton de Vaud et plus largement de notre planète. Votre présence nombreuse ce soir, mesdames et messieurs, est la preuve que ce dialogue est souhaité et je vous en suis extrêmement reconnaissant. La troisième raison que je voudrais évoquer se lie dans l'appellation du projet. Mais pour l'expliquer, permettez-moi de vous dire que chaque année, l'UNIL choisit un thème qui donne de la cohérence à toutes ses actions. J'ai choisi de placer cette année 2015 sous le signe de l'innovation. L'innovation est un mot très à la mode, qui est symbole de nouveautés technologiques, de création d'emplois, de solutions originales apportées à des problèmes urgents. Il n'y a aucun doute que la capacité d'innover d'une région a un impact majeur sur son avenir. Mais ce mot « innovation » est un mot qui doit, à mon avis, être compris de manière plus large et plus fondamentale. Innover, c'est surtout décider de prendre du recul, de s'arrêter, de voir les choses avec un esprit neuf, avec un regard qui se détache du passé. Bref, innover, c'est se retourner pour faire face aux enjeux. Se retourner pour faire face, c'est exactement la signification de la volte-face. Mesdames et messieurs, en préambule, je tiens à exprimer ma gratitude aux partenaires de l'université dans cette belle aventure. Au Conseil d'État, qui est représenté ce soir par Madame la conseillère d'État Anne-Catherine Lyon, chef du département de la formation, de la jeunesse et de la culture, que je remercie chaleureusement pour sa présence et son soutien. À Romande Énergie et à son directeur général, Pierre-Alain Hurec, à qui j'ai maintenant le plaisir de passer la parole. Je souhaite plein succès à Volte-Face et je vous souhaite une excellente soirée. Merci, Monsieur le Recteur, Madame la conseillère nationale, Madame la chef du département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Monsieur le Président du Grand Conseil, Mesdames et Messieurs, chers invités. Je suis également très heureux de vous accueillir ce soir au nom du groupe Romande Énergie à ce premier rendez-vous Volte-Face. Je vous remercie chaleureusement d'être si nombreux à participer avec nous à ce premier événement. Le rendez-vous de ce soir est important, voire très important pour Romande Énergie. Important par son ampleur, par son approche collaborative, mais aussi, surtout, parce qu'il illustre parfaitement nos valeurs et notre stratégie, nos valeurs que sont l'ouverture,
l'innovation et la responsabilité. L'ouverture aux idées et attentes exprimées à la fois par la communauté scientifique, les représentants des autorités publiques, mais aussi et surtout par les citoyens, dans une logique de dialogue et d'émulation réciproque. L'innovation en anticipant et en recherchant de nouvelles solutions pour répondre aux attentes actuelles et futures. Cela se concrétise notamment par des partenariats avec plusieurs hautes écoles sur des projets en lien avec nos activités, comme le stockage de l'énergie avec les PFL ou l'optimisation du potentiel des modes de production reposant sur les énergies renouvelables, mais également avec des entreprises ou des start-up innovantes, que ce soit dans le domaine de l'intelligence des réseaux électriques ou encore pour la conception d'outils en faveur de l'efficience énergétique. Si la recherche, mesdames et messieurs, est fondamentale pour répondre aux défis de la transition énergétique, elle ne doit pas se faire ou se borner au développement et aux optimisations technologiques, mais aussi aborder les questions sociologiques et éthiques. C'est pour cela, mesdames et messieurs, que nous sommes là ce soir et que nous investissons dans ce projet. Et la troisième valeur de notre groupe Romand d'énergie, la responsabilité. La responsabilité de comprendre les enjeux et capitaliser sur notre expérience et notre expertise afin de nous engager en faveur de solutions qui répondent aux attentes de la société tout en prenant compte des notions d'économie et d'environnement. La responsabilité pour Romand d'énergie est aussi de développer de nouvelles installations de production électrique en donnant la priorité à la production d'origine renouvelable, ceci pour assurer la sécurité d'approvisionnement de l'ensemble de la population de notre canton. Quelques chiffres. Ce sont plus de 50 parcs solaires, 2 installations de biomasse et une dizaine de centrales de petite hydraulique, donc toutes dites de nouvelles énergies renouvelables, qui ont été mises en service au cours de ces dernières années. Et de nombreux objets, nombreux projets sont en cours d'élaboration, aussi dans le domaine de l'éolien et de la géothermie. Le tout pour un investissement colossal, puisqu'on parle de près de 1 milliard d'investissements jusqu'à l'horizon 2025. Mais, mesdames et messieurs, ce n'est pas encore partie gagnée face aux oppositions que les collectivités publiques et les tribunaux doivent examiner puis trancher. Être responsable, c'est aussi s'engager en faveur de l'efficience énergétique. Pour Romand d'énergie, cela signifie proposer à nos clients une large gamme de services et les accompagner dans leur démarche d'économie d'énergie, que ce soit par des conseils, par des prestations ou encore par de l'information. En 2012, nous avons lancé notre programme de sensibilité à l'efficience énergétique, que nous avons baptisé Déclic, dont la plateforme d'échange en ligne remporte un franc succès. Ce programme propose des solutions pour consommer mieux et moins, mais aussi des actions collaboratives, comme celle consistant à accompagner en ligne des ménages pilotes. En suivant le quotidien énergétique de ménages représentatifs, c'est toute la communauté Déclic qui s'implique et qui partage expériences, astuces et conseils. Ce succès, mesdames et messieurs, montre plusieurs choses, notamment le fait qu'il y a des attentes de conseils, de solutions pour consommer moins et mieux et maîtriser sa consommation. Ceci révèle aussi qu'écouter les attentes des citoyens est la meilleure façon de leur proposer des solutions et des outils adaptés qui participeront aussi à ce volte-face que l'on doit maintenant opérer dans notre rapport à l'énergie et dans la manière dont on la consomme. Comme vous avez pu le constater, tout ce dont je viens de vous parler fait écho de la stratégie 2050 du Conseil fédéral et aux défis qu'elle induit. Ce projet volte-face, en vous donnant la parole, en misant sur la participation de l'ensemble des acteurs, permettra, j'en suis certain, de mieux comprendre les comportements et modes de vie en lien avec les défis de la transition énergétique. Et dire que tout est parti d'un déjeuner avec M. Arletta
recteur de l'université, d'une franche discussion autour de laquelle nous nous sommes interrogés tous les deux sur les enjeux de l'énergie et des comportements humains. Monsieur Arletta, merci pour cette belle collaboration et nouvelle aventure commune. Je me réjouis déjà d'en suivre les développements et d'en découvrir les résultats. Je tiens également à remercier chaleureusement le canton de Vaud pour son soutien financier pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique issu de son projet 100 millions de francs. En accompagnant ce projet volte-face, le canton de Vaud démontre qu'il soutient aussi les démarches plus académiques et collaboratives et qu'il croit également que la recherche technologique seule ne suffit pas. Enfin, je tiens aussi à saluer et remercier toutes les collaboratrices et collaborateurs de l'Université de Lausanne, du canton de Vaud, du groupe Romand d'énergie engagé dans ce magnifique projet. Je cède maintenant la parole à Mme Anne-Catherine Lyon, conseillère d'État, et remercie par avance Mme Randin pour l'animation du débat qui suivra. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente soirée. Je passe la parole à Mme Lyon. Monsieur le Président du Grand Conseil, Monsieur le Recteur de l'Université de Lausanne, Monsieur le Directeur général de Romand d'énergie, Monsieur le Directeur général de l'Environnement, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des autorités politiques, académiques, économiques et associatives, Mesdames et Messieurs les orateurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole ici devant vous. Et je tiens à préciser d'emblée que je prends la parole en mon nom, en qualité de chef du département de la formation, de la jeunesse et de la culture, mais également au nom de ma collègue Jacqueline de Quattro, conseillère d'État en charge du territoire et de l'environnement. Madame de Quattro, on le sait, est empêchée car elle a dû changer son genou d'origine pour un genou plus durable. Vous connaissez toutes et tous cette convention dans les bandes dessinées qui veut qu'un personnage auquel vient une idée fasse surgir une ampoule dans la bulle au-dessus de sa tête. Vous aurez également remarqué que certains dessinateurs contemporains ont remplacé l'ancienne ampoule à bulbe par une ampoule à économie d'énergie. Il s'agit bien d'un détail, mais dans la réflexion et le projet volte-face, tous les détails et tous les éléments qui concernent la société civile dans son rapport à l'énergie comptent. Littéralement, la volte-face représente l'action de se retourner pour faire face. Au figuré, elle peut déterminer un changement brusque et total d'opinion ou d'attitude. Le terme est spécialement bien choisi pour illustrer l'urgence dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, sommés d'agir tout spécialement dans le domaine de l'énergie pour que notre futur et celui de nos descendants ne soient pas compromis sur cette planète. Je suis ravie de participer à ce premier rendez-vous volte-face qui réunit une haute école, l'UNIL, une société privée, la Romand d'énergie, et un service de l'État, la DGE. J'aimerais saluer la démarche globale et novatrice de volte-face, sa volonté et sa capacité de réflexion et d'action conjuguée par toutes ses parties prenantes, institutionnelles, économiques et civiles. À partir de l'état des lieux brossé par les chercheuses et chercheurs et aussi grâce à la démarche participative, l'expression des besoins, des craintes et des espoirs en matière énergétique sera définie. Volte-face inclut également un important volet de communication car il est essentiel que les attendus et les résultats des discussions et recherches soient mis à la disposition de toutes et tous d'une manière conviviale, voire ludique, afin de faire passer le message. La compréhension de cette problématique globale permet d'envisager le futur et les actions qui doivent y être portées, tant par les politiques en termes de gouvernance que par les acteurs économiques, par les acteurs académiques et la société civile dans son ensemble. Conjuguer science et cité représente une des tâches les plus nobles de l'université. Et je salue au passage le savoir-faire de l'interface sciences-société de l'UNIL qui est excellente en la matière. Ma collègue Jacqueline de Quattro et moi-même
tenons à remercier vivement toutes les personnes impliquées dans Volte-Face, un projet auquel le canton de Vaud s'associe avec fierté. Pour le Conseil d'État, la transition énergétique représente un défi important et c'est la raison pour laquelle il a engagé 100 millions pour les énergies renouvelables avec le programme du même nom, lancé en janvier 2012 par Jacqueline Dequatro. Un des volets de ce programme se concrétise dans l'appui à des projets émanant des hautes écoles. C'est ainsi que Volte-Face a obtenu le soutien du canton de Vaud. Plus généralement, un des 6 grands défis évoqués dans le programme de législature 2012-2017 du Conseil d'État consiste à, je cite, « protéger l'environnement et les espaces naturels, réduire la dépendance aux énergies fossiles et développer les énergies renouvelables ». Ceci se traduit par des mesures qui s'inscrivent dans le prolongement de l'engagement de l'État de Vaud pour le développement durable suivant l'établissement de l'agenda 21. Par ailleurs, la création en 2008 de l'unité pour le développement durable rattachée au département des infrastructures et des ressources humaines, conduit par Mme Nouria Gorité, est à envisager dans cette même logique, tant au niveau de la gouvernance qu'au niveau opérationnel. Un cheminement similaire, alliant prise de conscience, désir et action, est en cours depuis de nombreuses années à l'Université de Lausanne. Le recteur l'a évoqué dans ses propos, la durabilité occupe une place importante à l'UNIL. Elle s'est avérée encore plus manifeste depuis la création du dicaster durabilité au sein du rectorat en septembre 2011, de pair avec la nomination du premier vice-recteur durabilité et campus en la personne de M. Benoît Frein. Je n'ai pas connaissance d'un autre exemple. Grâce à une importante réflexion en amont, puis à un dispositif comprenant des objectifs clairs assortis d'indicateurs, l'équipe motivée qui anime ce dicaster promeut efficacement la durabilité inscrite dans le plan stratégique 2013-2017 de l'UNIL. En combinant les approches en sciences humaines, sociales et environnementales, la durabilité à l'UNIL est portée par l'innovation institutionnelle, écologique et sociale, notamment grâce à la gestion optimale des ressources du campus, ainsi qu'à la recherche et l'enseignement de plusieurs équipes scientifiques et à d'autres initiatives concrètes, émanant également des étudiantes et étudiants de l'UNIL. Les efforts conjugués de tous les acteurs publics, associatifs, politiques, économiques, ainsi que des producteurs et distributeurs d'énergie sont nécessaires à cette profonde et absolument nécessaire réorientation des mentalités, des comportements vers la durabilité. L'exemplarité de l'État, les recherches menées dans diverses disciplines impliquant leur transfert de connaissances sur le terrain, les initiatives privées, qu'elles émanent d'entreprises ou d'individus, en somme, toutes les forces et les bonnes pratiques sont à rassembler pour tendre vers le développement durable en général et la durabilité énergétique en particulier. Volte-Face se révèle comme un projet exemplaire, innovant dans sa démarche et certainement comme un élément clé de ce processus de changement vers la durabilité. À toutes les participantes et tous les participants de Volte-Face, je souhaite de poursuivre de fructueux échanges afin de faire émerger de brillantes idées partageables et diffusables pour que notre futur se révèle lumineux mais surtout durable, relevant ainsi le défi de la transition énergétique. Et pour conclure, comme j'ai commencé, je souhaite que si une ampoule s'allume au-dessus de la tête d'un chercheur, d'un penseur, d'un acteur de la société civile, associative ou économique, je souhaite que cette ampoule soit économe en énergie, de préférence renouvelable. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour ce premier débat Volte-Face consacré à la transition énergétique. Et vous allez le voir, ce débat ne sera pas comme les autres. Vous avez entre vos mains de petites télécommandes. Nous allons ce soir vous demander
de participer, d'interpeller nos invités, de voter. Votre participation pour nous est essentielle. J'aimerais d'abord vous présenter nos 4 invités de ce soir. Cornelis Net est directeur général, il faut que peut-être que je vous présente comme ça qu'on sache bien qui c'est, est directeur général de l'environnement du canton de Vaud. Il remplace ce soir Jacqueline de Quattro, qui est donc absente pour des raisons médicales. Cornelis Net, vous êtes biologiste de formation, vous avez été responsable du service des forêts et de la faune du canton de Vaud. Vous avez aussi enseigné l'écologie appliquée à l'Université de Lausanne. Vous êtes donc ici en territoire connu. À vos côtés, Pierre-Alain Hurec, directeur de Romande Énergie, Mathieu Fleury, secrétaire général de la Fédération romande des consommateurs, que vous connaissez tous certainement, et Lucas Girardet, président de Pro Vélo Région Lausanne, mais vous avez aussi créé Lausanne Roule, donc cette société, service de location de vélos, mise à disposition de vélos à Lausanne. Vous avez toujours été très actif dans le monde du vélo, mais aussi initiateur d'Equisol, une coopérative qui regroupe des producteurs d'énergie solaire. Vous faites aussi de la politique. Vous avez été député vert au Grand Conseil vaudois. Nous avons aussi un autre invité, un 5e invité en coulisses. Il est dans l'ombre, mais vous allez pouvoir découvrir ses dessins tout au long de ce débat. Le dessinateur Mix et Remix est avec nous ce soir. Il va croquer notre débat sans tabou et pimenter notre soirée. On lui fait confiance. Mesdames et messieurs, quelques indications par rapport au petit outil qui est entre vos mains. Il y a une grande affluence ce soir, vous êtes plus de 400. Il n'est pas possible d'avoir des télécommandes pour tous, donc nous allons vous demander d'utiliser cette petite télécommande. C'est une petite calculatrice qui va vous permettre, en pressant simplement sur le numéro de votre choix, de répondre à une série de questions. Et comme vous avez 30 secondes pour répondre, vous aurez amplement le temps de passer cette petite télécommande à votre voisin pour qu'il vote également. Vous allez répondre à 4 questions, 4 thématiques qui vont nourrir notre débat et qui vont influencer les différents points thématiques de volte-face. Nous allons tout de suite commencer par la première question. Avant d'entamer cette discussion, nous aimerions savoir, pour vous, qu'est-ce qui rend nécessaire aujourd'hui la transition énergétique ? Vous avez le choix entre 5 réponses. Première réponse, le réchauffement climatique. Deuxième réponse, la pénurie des ressources fossiles. Les risques du nucléaire, la réduction de la dépendance énergétique de la Suisse. Et 5e réponse, nous n'avons pas besoin de transition énergétique. Je vous laisse donc, le vote est ouvert. Je vous laisse utiliser votre petite télécommande. Nous avons 30 secondes pour cette opération. Le réchauffement climatique, première réponse. La pénurie des ressources fossiles. Vous savez que les experts nous prédisent la fin de nos réserves pétrolières pour 50 ans. Les risques du nucléaire, avec l'abandon du nucléaire décrété en 2011 après la catastrophe de Fukushima par le Conseil fédéral. La réduction de notre dépendance énergétique, nous importons 20% de nos besoins en énergie. Et une réponse plutôt optimiste, réponse numéro 5, nous n'avons pas besoin de transition énergétique. Voilà. Première question et première réponse, à 45%, vous avez répondu que c'est le réchauffement climatique qui motive notre besoin de passer à cette transition énergétique. J'aimerais me tourner vers vous. Pierre-Alain Hurec, Cornelis Net, j'aimerais avoir votre réaction à cette première question. Êtes-vous étonné par la réponse? Pierre-Alain Hurec. Je ne suis pas étonné par la réponse en ce sens que je m'attendais quand même à un certain équilibre dans les réponses, peut-être plus par le fait que les réponses 2, 3 et 4 sont plus ou moins équivalentes au niveau du poids. Mais je crois que ça démontre aussi que chacun a sa sensibilité et montre que c'est un peu tout. Il n'y a pas qu'une réponse au problème de la transition énergétique. On doit répondre à plusieurs raisons.
Cornelis Nett, c'est difficile évidemment d'enchaîner avec l'image de la neige et du réchauffement climatique. On y croit, on n'y croit pas. Cornelis Nett, est-ce que vous êtes étonné par cette réponse sur le réchauffement climatique? Non, étonné non. J'avoue que je m'attendais à voir les 3 premières arriver en premier parce que la réduction de la dépendance, ça va être quelque chose de très difficile à atteindre. En fait, le changement climatique, ça fait 30 ans qu'on en parle. Le GIEC a été fondé en 1988. Le seuil de sécurité, c'est 350 ppm d'équivalent CO2. Nous sommes à 400. Et le sommet à ne pas dépasser, selon les économistes, c'est 500 à 550. C'est quoi le ppm? Les ppm, c'est les parties par million, c'est donc une mesure de la concentration en CO2. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que chacun sait qu'il y a une tendance lourde et un problème majeur avec le changement climatique lié à cette concentration en CO2 qui est elle-même liée à la combustion d'énergie fossile. Il y a une deuxième tendance lourde, c'est justement l'épuisement des ressources fossiles. On sait que le peak oil est derrière nous depuis quelque temps, donc on va vers un avenir sans énergies fossiles. Et à mon avis, le risque nucléaire, c'est le déclencheur. C'est-à-dire que ces tendances lourdes, on les vit au quotidien, on n'y pense pas toujours, sauf pour ceux qui suivent régulièrement les ppm sur Internet. Et donc c'est là, ça avance, ça bouge, on en est conscient. Mais il n'y a pas de facteur déclencheur. Et à mon avis, le Fukushima, typiquement, en a été un. Et c'est d'ailleurs intéressant, c'est ce qui a, dans le fond, précipité la mise en place de la stratégie énergétique de la Confédération. Pierre-Alain Hurec, depuis 30 ans, nous savons que nous devons changer notre mode de fonctionnement, qu'il y a de grands changements à opérer, et pourtant on a l'impression de patiner et de ne pas être capable de prendre les mesures nécessaires. Pourquoi ? Mais je pense qu'une des raisons, ça va peut-être faire hurler certains, mais c'est que l'énergie est aujourd'hui encore très bon marché. Le fait que si on fait aujourd'hui un sondage auprès de la clientèle pour savoir ce qu'ils payent, par exemple, de leur consommation d'électricité, on constate que plus de 50% de la clientèle ne sait pas. Elle ne sait pas combien coûte un kilowattheure, ce qu'elle paye par mois au niveau de leur consommation d'électricité. Donc cette réflexion sur la nécessité d'une transition fait qu'aujourd'hui on vit dans un monde où tout va bien, où on a beaucoup parlé, il faut le reconnaître, à la fin des années 90 de pénurie d'électricité par exemple, de pénurie de pétrole. Aujourd'hui, le baril de pétrole est aux alentours de $45. Le prix de l'électricité s'est écroulé, il y en a trop sur le marché. Alors qu'il y a à peine quelques années, on annonçait pour 2013-2015 une pénurie d'électricité en Suisse. Donc une partie de la population n'y croit plus par rapport à ces pronostics. Beaucoup de choses ont changé, c'est vrai. Et puis on est encore dans un monde où le confort est là et on ne sait encore pas la nécessité réelle de devoir changer. On l'a vu tout à l'heure, on parle de réchauffement climatique. On vient de vivre un week-end assez extraordinaire pour ceux qui aiment le ski. On a eu un hiver relativement chaud au départ, puis tout d'un coup maintenant on a de nouveau des températures froides. C'est vrai que c'est peut-être difficile à comprendre pour monsieur tout le monde. Néanmoins, les faits sont là. On voit une dégradation, on voit qu'on doit changer. Et puis, il nous faut discuter, convaincre, montrer que cette transition est absolument indispensable. Et puis, c'est des projets comme Volte-Face qui permettront peut-être de faire un pas de plus dans cette direction, parce que simplement la dicter par des lois, par des mesures, ça ne va pas suffire. Il faut que la population, l'être humain participe et comprenne la raison de ce changement. Mathieu Fleury, est-ce que vous savez combien vous payez par mois de votre facture d'électricité, vous qui êtes représentant des consommateurs? S'il y a une personne qui doit connaître la réponse, c'est vous. Alors ça, c'est un peu traître. Mais non, je dois confirmer malheureusement l'avis sur la non-maîtrise finalement, ou la non-connaissance, ou la non-perception de son budget énergétique. Non, je ne connais pas ce chiffre, mais peut-être mettre le doigt sur un problème. Déjà à ce moment-là, la Suisse est un pays de locataires. Et un des obstacles, à mon avis, à la transition énergétique, c'est celle-là, c'est que le locataire, pour l'immense majorité de sa consommation, ou les points les plus importants de sa consommation, n'a pas la maîtrise. Il n'a pas la maîtrise de son chauffage, du choix de son chauffage, il n'a en général pas la maîtrise de son électroménager. Et finalement,
là, je pense qu'il y a vraiment un sujet dont il faudra se saisir d'un point de vue politique, finalement, c'est le partage de responsabilités entre le propriétaire et le locataire, notamment dans le choix, par exemple, de l'électroménager le moins énergivore. Et je pense que l'envie, aujourd'hui, le constat, c'est 96% de personnes ont envie, ou en tout cas considèrent que c'est nécessaire de faire une transition, ont une conscience, donc il faut utiliser cela. Mais attention au découragement quand on n'a pas les moyens de faire changer ou les moyens d'assurer soi-même sa propre transition énergétique. Donc attention à donner le pouvoir finalement à l'individu en contrant ce genre d'obstacles qui sont dans la réalité juridique plutôt de la Suisse. Quelle est la facture d'un ménage en électricité tous les mois? Monsieur Hurek, donnez-nous le chiffre. Écoutez, un ménage qui consomme entre 3 et 4 000 kWh par année, fois 20 centimes, vous arrivez à 4 fois 2, 800 francs par année, donc environ 65 francs par mois. 65 francs par mois, ok, très bien. J'aimerais vous donner la possibilité... Sans les taxes, me dit mon collègue Net, parce qu'il y a de plus en plus de taxes, il est vrai, sur l'électricité. Taxe fédérale, taxe cantonale. Monsieur Net, c'est vous qui êtes responsable des taxes? Non, mais c'est-à-dire que dans le... Ce qu'on rappelle souvent, c'est que dans la facture, il y a la part d'énergie et puis il y a la part de distribution du réseau, plus encore des taxes. Et les deux composantes, énergie et distribution, forment le prix. Donc, je pense que la facture moyenne d'un ménage est peut-être plutôt de 150 francs, tout compris, par mois. Non. Bon, on n'est pas là uniquement pour parler d'argent, je vous rassure. Maintenant, sur le constat... Pourquoi aujourd'hui faut-il aller vers une transition énergétique? Quelles sont les causes du problème, les racines du problème? J'aimerais vous demander, vous, public, si vous avez des questions à poser à nos invités. Il y a 2 micros qui seront prêts à se balader dans le public et je vous demanderai des questions brèves et s'il vous plaît de vous annoncer pour votre question. Monsieur ici, à peu près au 8e rang. Avez-vous besoin le micro vient à vous. Oui, Pfeiffer, ancien professeur ici à l'Université de Lausanne. Je pense qu'il y a une motivation pour changer notre consommation d'énergie et tout ce qui est lié, qui n'a pas été évoqué là. Vous ne pouvez pas voter pour, à mon avis. C'est tout simplement le fait que, surtout, nos habitudes énergétiques polluent le plus l'environnement. Et je pense que cette pollution, je pense que M. Cornelis Net le sait encore aussi bien, que ça c'est le grand danger aussi qui est à l'horizon, que nous polluons tout par nos habitudes de vie d'aujourd'hui. Donnez-nous un exemple. À quoi pensez-vous quand vous parlez de nos habitudes? Oui, prendre la voiture. Toutes les métaux lourds qui sortent, tous les produits toxiques qui sortent quand on brûle du mazout, aussi tous les effets de santé que les gens pensaient à la Chine, où il y a une pollution de l'air, tout ça, c'est dû aussi à notre consommation en énergie. Une réaction, Monsieur Net, on parle en fait un peu d'énergie grise, c'est de ça qu'on parle. Je vais commencer par corriger, effectivement, 150 francs, c'est tous les 2 mois, c'est ma facture Romande d'énergie. Dans l'improvisation. Non, je crois que monsieur a raison, c'est une des problématiques majeures dans toute cette problématique de l'énergie et du changement climatique, et certainement aussi les facteurs de pollution. Donc c'est clair que les combustions d'énergie fossile engendrent effectivement un certain nombre de polluants. Et une des préoccupations environnementales majeures dans nos villes, si on prend la région lausannoise, c'est bien sûr la charge en polluants dans l'air, et qui est directement liée évidemment au mode de chauffage et au mode de mobilité dominant actuellement. Donc ça, c'est une problématique qu'il ne faut pas ignorer. Et d'ailleurs, c'est un des 4 piliers de la fameuse stratégie à 2000 watts développée par l'École polytechnique fédérale de Zurich, qui était précisément de travailler sur le facteur polluant. Merci pour votre intervention. Nous avons encore le temps de prendre une question ou intervention dans le public. Y a-t-il un autre volontaire?
Très bien. Je vous propose, pour boucler cette première thématique et cette première question sur le constat, nous avons un invité, un chercheur de l'Université de Lausanne, qui va partager avec nous son expertise. Il s'agit d'un très grand spécialiste du développement durable. J'ai le plaisir de vous présenter Dominique Bourg, philosophe, professeur à l'Institut de géographie et durabilité. Il fait partie de ceux qui disent clairement « arrêtons de rêver, nous avons fait les bêtises, maintenant nous en payons les conséquences ». Vous pouvez vous installer ici, derrière la chaire, Monsieur Bourg, et vous avez quelques minutes pour partager avec nous votre expertise et votre analyse. Merci. Alors, je voudrais juste revenir sur la question du prix, parce que c'est un indicateur intéressant, parce qu'on se focalise sur nos consommations directes d'énergie. En fait, d'ailleurs vous l'avez dit tout à l'heure en parlant d'énergie grise, dans tous les objets qui sont dans cette salle, dans tous nos gestes, etc., il y a une composante énergétique. Et d'ailleurs, nos amis économistes font la même chose. Ils ne retiennent que la part du PIB liée à la consommation directe d'énergie. C'est 4%, donc ce n'est pas grand-chose, mais si je supprime ces 4%, j'ai bien peur que tout le reste dégringole avec. Alors ça, c'est très important parce que du coup, on ne voit pas ce que représente l'énergie. L'abondance énergétique qu'on connaît, à bas prix, c'était rappelé, c'est vraiment ce qui a façonné nos modes de vie. Et selon certains calculs, il semblerait que, si vous voulez, on ne peut pas attendre beaucoup plus des techniques, si importantes soient-elles. Sans innovation technique, on n'y arrivera pas, mais on ne peut pas attendre beaucoup plus qu'un quart du résultat que l'on devrait atteindre. Et donc, effectivement, parce que l'énergie est diffuse, parce qu'elle informe tous nos gestes, tous nos comportements, tous les objets qu'on constate, qu'on utilise ou qu'on consomme, eh bien, effectivement, elle est partout. Et du coup, elle est très liée et très solidaire de nos modes de vie. D'où, effectivement, le programme Volte-Face, cette insistance sur la question des modes de vie. Puis, je voudrais revenir aussi sur un autre aspect. Ça a été dit d'ailleurs aussi, les raisons, en l'occurrence, se cumulent, elles ne s'opposent pas. Et par exemple, entre la question du changement climatique d'un côté et la question, entre guillemets, de la fin des fossiles, c'est deux questions qui sont totalement connexes. Alors, la fin des fossiles dans l'absolu, non, ça n'a pas de sens. De toute façon, on n'aura jamais assez de pétrole pour aller chercher la dernière goutte. Donc, il n'y aura pas de dernière goutte. L'énergie, on ne sait pas la produire, contrairement à ce que les électriciens disent. L'énergie, on sait la capter et la transformer. Pour la capter, pour la transformer, on a besoin d'énergie. Et précisément, quand aujourd'hui, on consomme grosso modo 90 millions de barils de pétrole par jour, sur ces 90, 15 ne sont déjà plus de ce qu'on appelle le pétrole conventionnel, c'est-à-dire ce pétrole qu'on peut aller chercher aisément et pour lequel on a besoin de peu d'énergie pour le ramener à la surface. Et aujourd'hui, on va chercher des pétroles qui sont effectivement très énergivores, c'est-à-dire qu'effectivement, pour les ramener à la surface, on a besoin de beaucoup d'énergie. Je vous donne un simple exemple. Quand, il y a encore une trentaine d'années, en Arabie Saoudite, il suffisait d'un baril pour en récupérer 100. Si vous allez chercher les sables bitumineux du Canada, eh bien avec un baril, vous en récupérez de 3 à 5. Et là, on voit vraiment le lien qui existe entre les deux. On n'est pas à la fin des pétroles, mais les pétroles qu'on consomme aujourd'hui sont des pétroles très énergétivores. Et donc, chaque baril qu'on consomme, quand il est extrait, par exemple, d'huile de schiste ou de sable bitumineux, il a un coût climatique qui est beaucoup plus important. Et puis encore une chose, le climat, c'est pareil. Le climat, il est très trompeur parce que... D'ailleurs, Mix a bien insisté là-dessus tout à l'heure, on pense nous toujours en météo. Le climat, ce n'est pas la météo, c'est vraiment des moyennes sur le long cours. Et ce qui nous fait bouger, nous autres humains, c'est quand il y a des ruptures très nettes, lorsqu'on voit quelque chose avancer vers nous, on reste un peu des chasseurs-cueilleurs. Et donc, c'est vrai que si on voit le mammouth débouler sur nous, on va se sauver, on ne va pas rester sur place. Le climat, ce n'est pas comme ça. Et ça nous prend à revers, en quelque sorte en traître. Nos équipements cognitifs ne sont pas bien faits pour nous amener à vraiment réagir sur cette question du climat. Et donc, effectivement, c'est aussi intéressant de lier les deux et puis de bien rappeler les questions des modes de vie. Et je finirai là-dessus. Je dirais que la transition énergétique, c'est un challenge. C'est quelque chose qui peut donner du sens et aussi du sens à nos existences. Et là encore, c'est très directement connecté à la question des modes de vie. Merci beaucoup, Dominique Bourg. C'est difficile de résumer en 2-3 minutes. Bravo. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à la question numéro 2. À quoi ressemblera notre société après la transition énergétique? Nous faisons un peu de politique fiction ce soir.
Nous aimerions savoir si pour vous, nous allons vers une société basée sur la pénurie et la privatisation. Est-ce qu'au contraire, nous irons vers une société où le confort est maintenu grâce à l'utilisation de la technologie, une société toujours plus technologique? Ou, troisième réponse, est-ce que nous allons vers une société réorganisée qui mutualise les biens et développe un meilleur partage de l'énergie? Vous avez quelques secondes pour répondre. Privatisation, technologie ou partage. Privation, technologie ou partage. Et vous allez voir apparaître la réponse. Réponse numéro 3 avec 64%, on est quand même un petit peu soulagé, hein, la société du partage, plutôt que une société de privation ou une société hyper technologique. J'aimerais, Lucas Girardet, on ne vous a pas encore entendu, vous qui venez du monde associatif, est-ce que c'est une réponse qui finalement vous convient? Est-ce que vous auriez répondu la même chose? J'aurais répondu la même chose, oui, évidemment. Plus que mon parcours associatif, c'est aussi entrepreneurial, je pense, qui va dans ce sens-là, de dire que oui, on doit s'organiser un peu différemment, et je pense que l'initiative qui est lancée aujourd'hui va exactement dans ce sens-là, de réfléchir comment les gens sont prêts à fonctionner autrement, évidemment sur le thème de l'énergie. Je pense que déjà, on a parlé beaucoup d'électricité, mais il faut peut-être élargir à l'énergie de manière large, et dans la société, l'économie du partage, il y a beaucoup de choses qui ne concernent pas que l'électricité, mais évidemment, la mobilité, c'est aussi ma casquette aujourd'hui. Donc, dans la mobilité, on peut partager beaucoup de choses pour faire diminuer la consommation d'énergie. Après, c'est clair que moi, j'aurais attendu que l'aspect technologique soit un petit peu plus haut, même si c'est évident que ça ne va pas tout résoudre, mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui vont permettre, en tout cas, d'accompagner ce partage. Et donc, ça doit, l'un, à mon avis, ne va pas vraiment sans l'autre. Mathieu Fleury, est-ce qu'on est un peu trop fleur bleue, finalement? Est-ce que décréter comme ça qu'on va s'en sortir avec le partage, c'est pas une belle utopie? On a tous envie de ne pas sortir fondamentalement de notre zone de confort, mais les trois réponses se complètent assez. Parce que finalement, je pense, il y a quelque chose qui est en train de changer, c'est notre rapport à la possession. Je crois qu'aujourd'hui, avec l'économie de fonctionnalité, on n'a plus forcément envie de posséder sa voiture, par exemple, on est prêt à la partager. Et je pense qu'un des enjeux, c'est déjà, avant de parler de privation, c'est de parler de fin du gaspillage. Nous, on travaille beaucoup là-dessus. Je crois qu'il faut mettre fin à des scandales éthiques qui sont liés au gaspillage. C'est encourageant. Donc il y a des moins optimistes dans la salle. Et puis ensuite, je crois que la technologie, on parle beaucoup de la technologie sur les économies d'électricité et d'énergie, mais il y a aussi cette technologie de l'Internet et des plateformes. On parle beaucoup de cette société du partage, mais elle est essentiellement basée sur les plateformes, parce qu'une fois qu'on aura mis fin au gaspillage, on a aussi la possibilité de faire émerger des ressources qui existent déjà. Donc des voitures avec des sièges vides, des lits froids, etc. Il y a plein de ressources qui sont là, qui dorment, qui ne sont pas activées, et je suis sûr que par ce biais-là, en ayant moins besoin de posséder, en partageant plus par le biais des outils technologiques pour le faire, on peut espérer une société, disons, plus, en tout cas à confort égal, mais avec des notions de partage plus élaborées. Je suis allée voir les priorités de la FRC pour cette année. Dans vos priorités, il y a donner une deuxième vie aux objets, hein, c'est l'histoire des repair cafés, etc., et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Est-ce que franchement, vous pensez que cette année, on pourrait imaginer voir, constater quelques améliorations dans pour ces deux points? Je suis un optimiste professionnel à ce propos. Si nous lançons ces campagnes, c'est bien que nous avons un espoir qu'elles aboutissent. Sur le gaspillage alimentaire, ça fait 3 ans qu'on est dessus, on sent les prises de conscience. Il y a des initiatives, des paysans finalement jusqu'aux consommateurs. On voit tout le monde veut mettre fin à ce scandale éthique d'un tiers de ce qui est produit qui est jeté. Donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et sur l'obsolescence programmée, tous ces appareils
programmés à ne plus fonctionner au bout d'un certain temps. Je crois que là aussi c'est inacceptable. Et finalement, par exemple, il y a le problème des pièces détachées. On sait que c'est un problème majeur, puisque lorsqu'on veut réparer, un des problèmes auxquels on est confronté, c'est qu'il n'y a pas la pièce détachée. Mais là, la technologie peut être aussi une solution. Les imprimantes 3D pourront peut-être nous créer la pièce qui nous manque. Parce que bien souvent, sur des appareils extrêmement élaborés, c'est un petit bout de plastique ridicule qui se casse et qui rend l'appareil inopérant. Donc il y a vraiment des facteurs d'espoir, mais si on doit faire des campagnes, c'est bien que les problèmes sont tout aussi réels pour l'instant. Merci de montrer un mix et remix que l'on ne va pas complètement dans le mur. Pierre-Alain Hurec, vous finalement, si on va vers une société du partage, où on arrive à économiser, finalement, vous perdez votre job. Hein. Ça veut dire, en gros, de moins en moins un chiffre d'affaires qui descend de plus en plus. Écoutez, la période où les électriciens avaient comme motif « plus je vends, plus je gagne », elle est derrière nous. Dans le sens qu'aujourd'hui, c'est des nouveaux marchés, c'est un nouveau business, c'est de nouvelles activités. On n'aurait jamais commencé un tel projet si on n'était pas convaincu qu'il fallait aller dans cette nouvelle orientation de transition énergétique. Et on a des exemples concrets qui montrent, par exemple, qu'accompagner des clients dans l'amélioration de leur efficacité, ça ne veut pas dire qu'on a moins d'activités, bien au contraire. J'ai des nouveaux métiers dans notre entreprise, j'ai des conseillers en efficience énergétique qu'on n'avait pas avant et qui permettent d'accompagner la population, la clientèle. Donc ça ne veut pas dire moins d'activités, bien au contraire. Très bien. J'aimerais vous donner l'occasion de poser des questions sur cette société du futur. Vers quoi va-t-on ? Quels sont les différents scénarios possibles? J'aimerais voir une ou deux mains qui se lèvent. Oui, monsieur. Merci pour votre question. Bonjour. Peut-on imaginer un scénario où l'on taxe l'énergie par son mésusage? C'est-à-dire que si on commence avec une consommation de base auquel tout le monde aurait droit, le prix est modique. Si on double la consommation, le prix double. Si on la double encore, le prix décuple. Si on la double encore, le prix centuple, etc. Comme ça, si un riche veut montrer qu'il est riche, on aura enfin le droit de dire « Oh !» Tandis que maintenant, plus on achète et plus on gaspille, moins ça coûte. Merci pour cette question. Monsieur Net ? Bon, ce n'est pas la question la plus facile, mais il y a déjà des éléments qui vont dans ce sens. Si je pense à la loi vaudoise sur l'énergie qui a été adoptée récemment, évidemment, on n'intervient pas directement sur le marché comme vous le suggérez, mais il y a des systèmes pour favoriser plutôt un type d'énergie qu'un autre. Hein, dans les nouveaux bâtiments qui seront construits, par exemple, le recours au mazout est fortement pénalisé par rapport à d'autres solutions. Donc ça prend un peu cette direction. Maintenant, ce que suggère monsieur, j'imagine, veut dire intervenir directement sur la consommation elle-même, sur les marchés. Et là, je pense que c'est une problématique juridique assez fondamentale. Mais possible ? Monsieur Hurec, possible à votre avis ? Technologiquement, tout est possible aujourd'hui avec l'informatique, de pouvoir modifier, faire varier les prix en fonction des volumes consommés. Cette idée, elle est déjà dans la nouvelle stratégie de la Confédération 2050, puisque le Conseil fédéral veut, dans son message maintenant, responsabilité, notamment dans le domaine de l'électricité, les distributeurs d'électricité face à leurs clients. Concrètement, on va nous obliger à faire que nos clients ne consomment pas plus qu'un seuil d'heure, et si nos clients viennent à consommer plus, ce n'est pas le client qui va être pénalisé, mais l'entreprise d'électricité. Donc c'est vrai que cette méthode-là nous inquiète un tout petit peu, parce qu'on estime qu'on est là pour aider la clientèle, on est là pour aider la population à être sensible, à faire des améliorations, à mieux consommer en consommant moins. Mais quant à pénaliser financièrement une société parce que ses clients n'arrivent pas aux quotas qui sont fixés, si je regarde dans d'autres domaines de l'énergie, on a fait des progrès énormes dans le domaine de la mobilité, dans le domaine de la voiture, mais j'ai jamais vu qu'il y avait des contingents entre les différentes firmes pétrolières en fonction de la consommation. Donc là, il y a encore passablement de discussions. Mais politiquement parlant, je crois que toutes les solutions sont discutables, et puis techniquement, ça pose généralement, c'est le problème le moins grand. Merci pour vos réponses. Une deuxième question, il y avait un monsieur ici au 4e rang qui souhaitait intervenir.
Merci de vous présenter, monsieur. Oui, merci. Florian Meyer, Pro Naturavo. C'est une question en rapport un peu avec la première qui a été posée. Est-ce que le système économique dominant, là, donne en fait des outils à l'État pour véritablement inciter au bon comportement? Parce qu'en effet, on a souvent des beaux discours, mais les lois du marché, les lois de l'incitation à la consommation vont dans un autre sens, et on a souvent des espèces de contradictions. Moi, je me souviens d'un beau discours d'un conseiller d'État avant un comptoir suisse qui essayait de faire face au problème des déchets. C'est lié directement à la problématique de ce soir, on l'a évoqué aussi, et puis qui disait qu'il fallait vraiment qu'on fasse des efforts pour produire moins de déchets, mais en même temps, il disait ça dans la foire de la consommation qu'est le comptoir suisse. Donc il y a des espèces de porte-à-faux comme ça qui mettent souvent les serviteurs de l'État dans des situations qui me paraissent difficiles. Alors voilà, est-ce qu'il y a un espoir d'améliorer la chose? Merci beaucoup. Monsieur Net, et puis ensuite on ouvrira peut-être la discussion rapidement. Très brièvement, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer un certain nombre de choix que l'on s'apprête à faire dans notre pays. Si je prends la stratégie 2050 de la Confédération, si on la résume en 3 mots, elle dit que dans 35 ans, on doit avoir réduit de moitié notre consommation d'énergie. Et sur cette moitié qui restera, seulement la moitié devra être des énergies fossiles. Donc si on tient cet objectif dans les 35 ans, je pense qu'on aura fait déjà un sacré bout de transition énergétique. Et pour revenir sur la question juridique, si on fait le parallèle avec l'environnement, on a par exemple cette notion du pollueur-payeur qui à un moment donné est apparue dans la législation et qui encore aujourd'hui est un moteur pour passablement de changements. Et probablement qu'on a besoin de trouver l'équivalent en droit de l'énergie. Lucas Girardet, est-ce que vous souhaitez intervenir sur cette question-là? Bon, moi, je pense qu'il faut prôner la décroissance dans un monde de croissance. Ben voilà, je crois que justement, il faut faire un peu attention, faire preuve d'un peu de pragmatisme dans ces discussions, parce que évidemment, on ne va pas pouvoir tout changer, on ne va pas pouvoir fermer les centrales nucléaires du jour au lendemain. Enfin, il y a beaucoup de choses. Toute cette transition énergétique va prendre du temps, va prendre de l'énergie au sens figuré. Et évidemment qu'il faut y aller pas à pas et de manière pragmatique. Donc, je pense que c'est pas en fermant le comptoir suisse qu'on va aller dans cette direction. Il faut y aller de manière pragmatique, à mon sens. Nous accueillons ce soir, mesdames et messieurs, Marc Attala, maître d'enseignement et de recherche à la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne. Il est aussi directeur de la Maison d'Ailleurs à Yverdon, musée de la science-fiction et de l'utopie, et il va nous emmener vers quelques scénarios du futur. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous éclairer sur les différents scénarios possibles après la transition énergétique. Voilà, je ne suis pas là pour vous dire à quoi ressemblera le futur, mais il est assez intéressant que par rapport aux 3 questions qui vous avaient été posées, de voir qu'effectivement, depuis la fin du 19e siècle, ce qu'on appelle aujourd'hui assez rapidement la science-fiction, a déployé 3 types de scénarios qu'on pourrait appeler post-apocalyptiques, ou plutôt qui auraient lieu après une catastrophe globale, parce que pour reprendre les mots de Dominique Bourg tout à l'heure, l'être humain semble agir lorsque le mammouth lui arrive dessus, c'est-à-dire lorsqu'il voit le mammouth lui arriver dessus. Lorsqu'il ne le voit pas, il ne réagit pas. Et il s'avère que par rapport aux questions climatiques ou aux questions énergétiques, on ne les voit pas techniquement, on en entend parler, mais on ne les voit pas, on n'a pas de représentation. Comment être responsable de quelque chose dont on n'arriverait pas à avoir de représentation? Il me semble que la science-fiction, depuis le 19e, essaye de proposer des représentations, non pas tellement pour infléchir nos comportements, mais plutôt pour nous montrer aussi les problématiques qu'il y a aujourd'hui, que aujourd'hui, soit il y a un siècle ou maintenant. Alors, je vous ai préparé quelques images en espérant que ça marche. Pas du tout. Parce que ce n'est pas moi qui ai fait la technique. Mais je pense que en fait, c'est la régie qui va s'occuper de tout ça. Alors là, il doit y avoir des images quelque part. Voilà. Ah, on a loupé la première. Ah. Ce qui est intéressant, c'est que depuis la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, on a des représentations de fin du monde, de catastrophes, ici, par exemple, chez Camille Flammarion, et qui montrent aussi que la science-fiction s'est très rapidement emparée des premières questions autour de l'écologie, autour du déboisement, ou simplement autour du fait que le cycle naturel de la vie sur Terre et de la vie de la planète Terre allait subir des catastrophes. Le mammouth semble être là pour tout le monde.
Cette iconographie était assez présente aussi, particulièrement dans ce qu'on appelle les magazines populaires, les pulp magazines. On voit à quel point, en fait, ici on est en 1929, à quel point vous trouvez une iconographie riche, des récits riches. Il s'avère que le grand problème de la science-fiction, comme vous le savez sûrement, c'est qu'ayant été considérée pendant longtemps, peut-être jusqu'à aujourd'hui, comme une littérature populaire, on ne la prenait pas au sérieux. Et il s'avère que tout au long du XXe siècle, on voit des représentations multiples qui montrent, non pas pour mettre en garde, mais plutôt pour insister sur des problématiques. Et on voit que les problématiques des catastrophes, on va dire écologiques, comme on les appellerait aujourd'hui, sont quelque chose qui ont été assez présentes. À cette tendance, vous avez évidemment ces scénarios, ces images que l'on connaît tous dans les films hollywoodiens. Ici, un extrait de La Route, d'un monde détruit. Ça correspondrait à la première question. Il est aussi intéressant de voir que les fictions produisent l'opposé, c'est-à-dire des mondes ultra technologiques. Quand aujourd'hui on fait une balance entre des mondes disons, où la privation règne et puis des mondes où la technologie aurait tout réussi, on se rend compte qu'on est dans un imaginaire, on est dans un ensemble de représentations relativement stéréotypées qui ont été construites en particulier par les récits de science-fiction. Je vous montre quelques récits du futur, quelques cités du futur qui ont été inventées par les auteurs de science-fiction. Évidemment, les plus connues sont celles du film Star Wars, par exemple avec Coruscant, et Dominique me disait tout à l'heure comment réussissent-ils à gérer leur énergie. Ce qui est intéressant, c'est de voir apparaître depuis une dizaine d'années des choses qu'on ne regarde jamais comme ça. On voit pas mal de films arriver, comme Divergent par exemple, ou bien ici un film qui s'appelle The Giver, qui sont des films qui se situent systématiquement après une catastrophe écologique majeure. Et on voit que l'humanité, comme ici c'est assez représentatif, se ferme sur elle-même, s'enferme sur elle-même, et puis possède un gouvernement autocratique très fort qui fait que les gens, pour éviter de sombrer dans le mal ayant conduit à une catastrophe auparavant, sont systématiquement surveillés, sont systématiquement, on va dire, aliénés par un système politique rigide. Et puis, dans ces films, pour ce qu'on appelle pour les jeunes adultes, on voit des jeunes gens qui se rebellent, non pas tellement pour problématiser des questions énergétiques, mais pour éviter que cette surveillance, cette oppression de la surveillance puisse les conduire à devenir non plus des êtres humains, mais des simples économes, par exemple énergétiques, ou des simples personnes qui se comportent comme on le demande. Et ce qui m'intéressait par rapport à ces images, c'est peut-être, on a parlé du rôle des secteurs économiques, du rôle des secteurs politiques. Je pense que la fiction, depuis en tout cas 120 ou 130 ans, lance des scénarios, nous offre des représentations, vient mettre le doigt sur des problématiques qui sont les nôtres, vient aussi mettre ou créer des corrélations entre des questions. Quid de la démocratie dans un système où la surveillance, par exemple, devra être importante pour l'énergie? Elle vient poser des questions, elle vient ouvrir un débat, et j'espère aussi que s'il y a des enseignants parmi l'Assemblée ce soir, on pourra ouvrir ce débat, non pas en cantonnant ces films dans des salles de cinéma qui sont censées être là uniquement pour les gens qui aimeraient consommer du film, mais plutôt pour ouvrir, poser des questions. Et puis peut-être que si les citoyens devront être responsables, il faudrait que l'ensemble des citoyens possèdent une représentation, ou, ce qui me paraît encore mieux pour éviter le totalitarisme, un ensemble de représentations qui pourrait être en tout cas la première manière d'éviter le mammouth. Voilà, merci. Merci beaucoup. Après cette intervention, nous allons passer à notre troisième question. Qu'est-ce qui stimule les gens à réduire leur consommation d'énergie? Vous avez le choix entre une première réponse, les subventions, deuxièmement, les contraintes légales, troisièmement, l'augmentation du coût de l'énergie, ou quatrièmement, l'information et la participation. Le vote est ouvert. Nous attendons vos réponses. Difficile question. Vous n'avez qu'une réponse possible. Les subventions, les contraintes légales, l'augmentation du coût de l'énergie, l'information et la participation. Nous attendons votre réponse avec impatience. La réponse est donc l'augmentation du coût de l'énergie. À 52%, vous estimez que c'est donc le porte-monnaie qui guide vos décisions. Je me tourne vers nos invités. Est-ce que cette réponse vous surprend? Mathieu Fleury.
On ne peut pas dire qu'elle me fait plaisir, mais en plus on a dit... Alors, aujourd'hui, l'énergie, la question du coût de l'énergie, effectivement, n'est pas au centre des débats. Nous, c'est vrai qu'au cœur de notre activité, c'est l'information et la participation, parce qu'il faut d'abord comprendre avant d'agir. Hein, donc, ça nous paraît évident qu'il y a tout un travail là autour. On a vu à quel point même une facture est compliquée à comprendre. Donc, il faut mobiliser les gens. Mais il faut se poser la question aussi, les contraintes légales. On dit les contraintes légales, mais sur qui ? Est-ce que c'est sur, par exemple, les fournisseurs d'énergie, hein, ou est-ce que c'est sur nous-mêmes, directement sur le consommateur ? Donc là, fondamentalement, on a vu tout à l'heure que les gens étaient conscients du besoin de changer. Et je crois qu'il faut les accompagner dans ce biais, notamment en rendant le choix le plus écologique, le choix le plus facile, le plus évident. Donc, quand on parle de la consommation d'énergie, évidemment, on regarde toujours du côté de la demande. Hein. Le consommateur, c'est du côté de la demande. Mais je pense, et il est d'accord, il l'a manifesté, il a envie d'assumer cette responsabilité. Mais je crois qu'on est ici dans une configuration particulière, avec un partage de responsabilités, et puis notamment avec les fournisseurs d'énergie. Et j'espère qu'on arrive à un partenariat où finalement on nous propose sans contrainte les solutions les plus durables. Et je crois qu'il y a une vraie volonté en Suisse d'agir, mais pour cela, il faut y être simplement incité. Et je crois que... Il y a quand même 26% de personnes qui ont répondu l'information et la participation. Ça me fait plaisir. Et je pense qu'en Suisse, on a cette tradition, c'est vrai, d'aller peut-être plus en profondeur que rapidement. Et je pense qu'on a tous cette acceptance de ce changement qui doit être travaillé. Et je ne pense pas qu'en l'imposant comme ça du jour au lendemain, qui plus est avec des questions financières, on va faire fondamentalement avancer les choses en profondeur. Donc je pense un travail plus profond, mais certainement plus durable sur la durée. Pierre-Alain Hurek, qu'est-ce que vous pensez du résultat ? Ce résultat ne me surprend pas du tout. Il correspond tout à fait à ce que je pensais, dans le sens que c'est une réalité aujourd'hui que l'être humain réagit en priorité avec son porte-monnaie. On a quand même des réactions aujourd'hui qui sont de plus en plus, je dirais, mûres, dans le sens qu'on voit qu'en expliquant, en donnant les informations nécessaires, la population réagit différemment. J'ai plusieurs exemples dans notre société qui montrent que, par exemple, dans cette transition énergétique où on essaye de faire la promotion des énergies renouvelables, maintenant en laissant le client, la population choisir son type de contrat, en lui expliquant pourquoi une énergie dite renouvelable est plus chère qu'une énergie qui vient, une énergie grise, qui est produite avec du charbon ou avec du pétrole, la population réagit positivement. Et on a lancé maintenant, il y a une année, des nouveaux contrats dans notre groupe qui, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils cartonnent, mais dont le développement est absolument exponentiel. Mais grâce aux informations qu'on donne, au début, ça a peut-être mal été compris. Puis plus on explique pourquoi, par exemple, consommer régionalement, qui coûte plus cher, mais pour avoir une moins grande dépendance par rapport à l'étranger, fait qu'on va devoir payer un tout petit peu plus, mais on est aussi plus conscient que c'est de plus en plus nécessaire. Et le 26% est très encourageant. Ça montre que tout ce qu'on fait aujourd'hui, le projet Voltfast qu'on lance aujourd'hui officiellement montre que c'est une nécessité d'encore plus encourager et informer, parce qu'en grande partie, la majorité des consommateurs ne savent pas non plus ce qu'ils consomment, ils ne savent pas non plus. Si on regarde le côté de consommation d'un ménage, dites-moi si une personne sait ce que consomme un frigo, ce que consomme une cuisinière et autres. Il n'y a que les spécialistes, les gens qui s'intéressent à l'efficience énergétique qui aujourd'hui savent exactement ce que ça signifie. Par contre, on voit que même si le prix de l'énergie est bon marché, on a une tendance maintenant, par exemple avec les téléviseurs, avec les appareils ménagers, en faisant de la promotion sur les labels A+, A++, A++++, à ce que la clientèle commence à prendre conscience qu'elle peut faire mieux sans que le confort de vie soit diminué. Et ça démontre que finalement, entre le prix et l'information, on arrivera à ce qu'on souhaite. Quelle est votre expérience, Lucas Girardet ? Quand l'ampoule électrique pour un dîner vient de l'énergie solaire, finalement, est-ce que les gens sont prêts à sacrifier, payer plus, investir davantage, par exemple, pour une énergie renouvelable comme votre association de promotion de l'énergie solaire ? Coopération de production. Coopération de production. Voilà. Mais
moi, je pense que c'est pas tellement la question de savoir d'où elle vient ou d'où viennent les électrons. Finalement, on sait très bien que ça importe peu ou pas. Les gens, finalement, ils veulent le produit final, l'électricité qui allume l'ampoule et qui leur sert à leur confort habituel. Moi, je pense que par contre, sur un autre biais, pour ce qui est des transports, pour tout ce qui est du transport des biens et des personnes, là, il faut qu'il y ait une action sur les prix. Là, les prix sont trop bon marché pour transporter des choses, pour se transporter soi-même. On a évoqué les voyages et les week-ends à Barcelone tout à l'heure. Ça, c'est clair que là, il y a quelque chose qui pourrait être fait de manière assez facile, juste pour augmenter le transport de matériel et des choses à travers le monde. Et évidemment que c'est une problématique mondiale, c'est pas si simple, c'est pas à l'échelle de la Suisse que ça va se régler. Mais au-delà de l'électricité, l'énergie nécessaire au transport pourrait être grandement diminuée en jouant sur le prix, ça c'est clair. Alors ça c'est clairement, vous appelez des nouvelles taxes. Vous dites il faut agir, c'est des contraintes légales, des taxes, des subventions ou le contraire d'une subvention, c'est-à-dire une taxe. Ça peut être une taxe, mais c'est alors via une taxe évidemment, mais de rendre le transport à son vrai coût finalement. Et c'est ça la problématique actuelle, c'est qu'on transporte des matériaux et des personnes pour un coût environnemental qui n'est véritablement pas ce qui coûte réellement. Qu'est-ce qui stimule les gens à réduire leur consommation énergétique? J'attends vos questions et vos remarques. Monsieur, très volontiers, le micro arrive. Bonsoir, Tobias Simobersteg, je suis étudiant ici à l'Université de Lausanne. J'aimerais poser une question de gestion. On veut faire une transition énergétique. C'est un projet. En gros, il faut une gestion, il faut un management. Après, les membres du projet, c'est qui? C'est tout le monde. C'est moi, c'est tout le monde dans cette salle, c'est tous les individus qui consomment. Donc, pour que tous les gens du projet soient impliqués dans le projet, il faut informer. Donc là, on l'a ici, information, participation. Moi, j'ai voté ça. Après, donc, quand on parle de gérer et d'informer, on parle d'éducation. Là, on arrive au sujet de l'école. Alors, quelle est la place de l'école dans tout ça? Parce que si on veut que les gens fassent quelque chose et qu'on ne tombe pas dans un système autoritaire où c'est le gouvernement qui décide tout, il faut que chacun de nous se gère lui-même. Et il faut pour ça éduquer. Donc, on retombe sur le sujet de l'école. Alors, il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de représentant du système éducatif ici. Il y a Madame Lyon. Si. Mais fantastique. Alors, vous tombez mal, là. Vous avez poser cette question de gestion. Comment informer, comment faire participer les gens et comment leur apprendre à gérer les ressources. Je propose que nous passions un micro à Madame Lyon et qu'elle vous réponde directement. Je faisais un pari avec le recteur de savoir combien de secondes allaient s'écouler depuis le début de la soirée jusqu'à ce que ça retombe de nouveau sur les épaules de l'école. Ça a tenu plus longtemps que d'habitude, donc on voit que ce thème est clairement identifié quand même dans la responsabilité d'un monde d'adultes. Je crois que l'école peut faire beaucoup de choses, elle doit faire beaucoup de choses, mais elle ne peut pas tout faire. Cela dit, les écoliers sont, disons, instruits sur ces éléments-là dans différents cours, les cours d'éducation à la citoyenneté, puisqu'on a parlé de toute la dimension de l'information, d'être citoyen pour ne pas être au final dans les mondes montrés par monsieur Atala. Et puis, il y a des journées qui sont dévolues à ces questions-là dans les cours de sciences. Il y a des approches liées à l'énergie, à l'environnement, bien évidemment, mais l'école est neutre du point de vue politique, elle est neutre d'un point de vue idéologique, elle doit enseigner sur des faits qui sont des faits, appelons-les objectifs, faute de mieux, de manière un peu rapide. Par conséquent, on ne pourrait pas développer des éléments de nature idéologique dans ce contexte-là. Cependant, et nous sommes tous et toutes ici en âge d'avoir vécu une initiation au tri des déchets au plus jeune âge. Nous avons pu voir hier, parce qu'on regarde tous, on a pratiquement tous le même dimanche, puisqu'on regarde les infos, après on regarde Mise au point, puis après le film, puis après on va dormir.
Eh bien, mise au point hier, nous voyons que les Suisses sont les champions du monde du tri des déchets. Et c'est parce que ce sont des comportements qui sont inculqués, notamment le papier, le tri du papier déjà au plus jeune âge. Je suis née en 1963, nous faisions déjà cela à l'école et nous ramenions les papiers pour avoir des petits sous pour les courses d'école et ainsi de suite. La mise au point, maintenant que j'ai le micro, je peux adresser une question aux spécialistes dans la salle, m'a laissé un goût un peu étrange lorsque l'on voit ce que nos déchets triés de manière extrêmement minutieuse par les uns et les autres, ce qu'ils deviennent au final. Et ce sont des éléments qui m'ont beaucoup interrogé, mais ça c'est un autre débat. Donc l'école fait clairement tout à fait sa part. Un des éléments, je l'avais déjà évoqué dans cette salle en introduction d'une autre conférence liée à l'environnement, à l'énergie et au métier d'ingénieur, nous avons de la difficulté à recruter, à susciter de l'intérêt pour embrasser des carrières scientifiques, des carrières en particulier dans le monde de l'ingénierie au sens large de ce terme, parce que les enfants identifient la science comme étant un élément qui conduit la planète à sa perte. Et ça, je le dis avec les mots naïfs des enfants, et ça c'est une thématique que les deux hautes écoles qui sont présentes ici sur le site de Dorinide, de même que la HEIGVD à Yverdon, entreprennent pour essayer de s'adresser à un très jeune public pour que la science devienne également un élément qui, aux yeux des enfants, qui deviendront les adultes de demain, est un élément qui permettra, pour repartir dans leur vocabulaire naïf, mais si vrai, de sauver la planète. Voilà ce que je puis dire. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu. Il y a encore une question tout derrière. Nous avons le temps pour une question. Monsieur, voilà, oui. Vous avez le micro. Merci. Bonjour. Moi, je n'étais pas trop déçu par le résultat entre le 3e et le 4e. Parce que le porte-monnaie, il faut s'en servir comme moyen de faire la différence entre la valeur de l'énergie et le coût de l'énergie. Peut-être qu'on peut réfléchir autrement qu'en monnaie sonnante et trébuchante et s'interroger vraiment qu'est-ce que ça veut dire de l'énergie, quelle est la valeur de l'énergie. Et si ça doit passer par le porte-monnaie comme train, pas de problème, ça me gêne moyennement. La deuxième chose, c'est une question. Je voudrais savoir si en Suisse, les questions de précarité énergétique existent. Et si oui, comment elles sont traitées, abordées dans la sensibilisation qu'on peut avoir des personnes consommatrices, et en sachant que certains peuvent choisir de consommer ou pas, et certains ne peuvent pas choisir de beaucoup consommer, elles consomment peu et stop. Donc je voulais savoir là-dessus, sur les politiques sociales liées à l'énergie, il y a des questions qui concernent la précarité énergétique, qui est un problème prégnant en France, en Angleterre, en Belgique, etc. Précarité énergétique, vous pensez à un choix volontaire ou à un choix subi ? Justement. La précarité énergétique, il y a plusieurs définitions, mais la plus commune, disons, c'est que les personnes en fin de mois ne réservent plus ou ne peuvent plus réserver la part nécessaire au règlement de leur énergie. Et donc ça a des conséquences sociales, scolaires, de vie de tous les jours qui sautent aux yeux. Qui souhaite répondre ? Sur ce point, je peux juste dire effectivement que les confrères et consoeurs européens, les organisations de consommateurs, font des baromètres de soucis de la population. Et alors là, contrairement à la Suisse, alors vraiment, le prix de l'énergie arrive très haut. Et ces problèmes de précarité énergétique, comme vous les appelez, viennent d'apparaître ici en Suisse avec des coupures en lien avec des factures non payées. Donc on arrive dans une zone quand même assez problématique d'un point de vue social de ce côté-là. Merci pour votre intervention. J'aimerais vous proposer maintenant l'analyse d'un nouveau chercheur de l'Université de Lausanne. Il s'agit de Fabrizio Butera. Il est professeur à l'Institut de psychologie. Monsieur Butera, venez vous installer. Vous avez mené des recherches sur l'influence sociale et la persuasion. Comment influencer les gens ? Carotte ou bâton. Je vous laisse donc commenter le résultat de notre sondage et nous apporter votre expertise. Oui, alors souvent il y a des décalages entre l'opinion publique et les résultats des recherches qu'on mène. Et
ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de donner quelques indications sur ce qu'on trouve dans les recherches en sciences du comportement concernant ces 4 facteurs et leur capacité de conduire à un comportement, dans ce cas-ci, un comportement de conservation d'énergie. Alors, la contrainte et l'augmentation du coût, je les mettrai dans la même catégorie parce que les deux sont des facteurs de contrainte. Et d'ailleurs, l'augmentation du coût est souvent vécue par les usagers comme une forme de contrainte. Et on sait depuis les années 60, déjà dans les années 60, un chercheur qui s'appelle Jack Brem avait développé la notion de réactance psychologique. C'est un terme compliqué pour dire une chose très simple, c'est que quand les individus perçoivent une contrainte, une limitation de leur liberté, ils vont essayer de résister s'ils le peuvent, si le contrôle n'est pas trop fort, et ils vont même réagir en faisant le contraire de ce qui est prescrit. Je pense que vous avez peut-être déjà vu des automobilistes ralentir avant le radar pour accélérer tout de suite après. C'est un exemple de cette notion. Sur l'information et la participation, j'aimerais faire une distinction parce que on trouve sur l'information des résultats qui sont assez, disons, peu clairs parce que, par exemple, les travaux de Isaac Eisen sur les facteurs qui prédisent le comportement montrent que l'information a très peu d'impact sur le comportement, c'est les croyances qui ont un impact. C'est-à-dire que l'information, elle est nécessaire, elle est importante, il faut qu'elle soit là, mais elle n'est pas suffisante. Il faut que les gens croient à l'information qui leur est véhiculée. Et alors la participation, c'est ça qui amène un changement de comportement. Déjà dans les années 70, un chercheur qui s'appelle Kiesler avait travaillé sur la question de l'engagement. Il appelait ça l'escalade d'engagement. Il faut des petits comportements peu coûteux pour s'engager ensuite dans des comportements plus coûteux. Il faut commencer à trier le papier. C'est pas compliqué. Il y a la benne qui passe. Pour ensuite trier les piles, ça c'est plus compliqué, il faut les amener quelque part ailleurs, et pour ensuite commencer à s'acheter un vélo et vendre la voiture. Et c'est cet engagement progressif qui amène à un changement qui est durable, c'est-à-dire qui est intériorisé par les usagers et qui peut durer dans le temps. Et les subventions, je viens au dernier facteur, les subventions peuvent jouer ce rôle, c'est-à-dire qu'elles peuvent promouvoir des comportements qui ensuite rentrent dans ce cycle d'engagement et qui amènent les individus à s'engager dans des comportements de plus en plus coûteux. J'aimerais dire aussi une autre chose sur les subventions. Elles peuvent aussi jouer un rôle d'exemple. Il y a des travaux relativement récents qui ont été faits aux États-Unis dans lesquels on envoie aux ménages la facture d'électricité accompagnée de la comparaison, d'un graphique qui donne la comparaison entre leur consommation, la consommation du ménage, et les autres ménages. Et ils ont trouvé dans cette étude longitudinale que cette comparaison a amené à une réduction de la consommation qui est, donc son coût, juste en mettant ce graphique, qui est comparable à ce qu'on obtiendrait avec une augmentation du prix de 20%. Donc, tout ça pour dire que l'exemple, les normes qui viennent de l'ensemble de la population, mais aussi des représentants de la population, sont très importantes. Un gouvernement vertueux, des instances dirigeantes vertueuses peuvent donner ce bon exemple qui peut engager ensuite les individus dans un comportement. Je pense que tous les partenaires qui sont aujourd'hui réunis autour de Volte-Face sont en train de donner ce bon exemple. Merci beaucoup, Fabrizio Butera.
Bon, Monsieur Hurek, là, vous avez une bonne piste. Hein. Il faut nous donner la comparaison de notre consommation par rapport aux autres ménages. Ben, écoutez, si vous étiez client de Romande Énergie, que vous inscrivez sur notre site Internet, vous verrez que vous obtenez cette information, puisque chaque client a la possibilité de recevoir une information de sa consommation des 3 dernières années, et puis de la comparer pour une consommation similaire en Suisse, en fonction du type de consommation qu'il est, ménage 2, 4, 6 personnes, etc. Donc c'est déjà le cas. Et puis on voit que de plus en plus le consommateur demande cette information, il l'obtient même sur son smartphone et peut la comparer au moment où il souhaite. Merci beaucoup. Nous passons à la 4e et dernière question. Nous aimerions savoir, selon vous, à qui revient la responsabilité principale de la transition? Vous avez 4 réponses possibles. Première réponse, les consommateurs. Deuxième réponse, le monde politique. Troisième réponse, les professionnels de l'énergie. Et 4e réponse, le monde associatif et coopératif. Ce qui est évidemment difficile, c'est qu'il faut en choisir une seule. Le vote est ouvert. Mesdames et messieurs, je vous laisse utiliser votre calculette et la passer à votre voisin. Nous attendons la réponse. À qui revient la responsabilité principale de la transition énergétique? Votre réponse, majoritairement, bon, même si c'est assez bien balancé, mais le monde politique avec 49%, mais aussi les consommateurs avec 38%. Cornelis Net, c'est difficile, hein? Non, vous êtes le représentant du monde politique et de l'état de Vaud ce soir. Moi, je m'attendais à voir les consommateurs sortir de manière importante. Pour le monde politique, c'est plus difficile à dire, mais je pense que ça a une explication, c'est-à-dire que la problématique de l'énergie, elle est nouvelle. Hein, si on regarde les grands problèmes qu'on a résolus en matière de législation, l'énergie a été traitée aux chambres fédérales de façon formelle, je crois en 1990 pour la première fois. C'est bien plus tard que l'environnement, donc c'est récent. Et je pense que ça, c'est un élément important. Et ce qui se passe aujourd'hui aux chambres avec la stratégie 2050 de la Confédération, c'est quelque chose de très nouveau et de très fondamental. Et je pense qu'il y a une certaine logique à chercher à être guidé parce que c'est un domaine complexe. J'entends, il y a toutes sortes de consommation d'énergie. Il y a de la chaleur, il y a l'électricité, il y a les différentes formes et sources de production, les problèmes de distribution, les problèmes financiers. C'est des problèmes aussi internationaux. Bref, c'est vraiment un monde complexe. Donc, je trouve qu'il y a une certaine cohérence à chercher dans le monde politique que les choses soient expliquées, clarifiées. Et évidemment, c'est le rôle du consommateur. Je pourrais dire une chose, c'est qu'on sait aujourd'hui que les énergies renouvelables pourront couvrir à terme une certaine quantité d'énergie, mais elles n'arriveront jamais à tout couvrir. Et en fait, la transition énergétique ne marchera pas si, en même temps qu'on développe les énergies renouvelables, on réduit massivement la consommation. Et ça veut dire que chacun est acteur. Et quelque part, là, il y a un message pour le consommateur qui peut s'engager aussi bien comme producteur dans sa maison, mais surtout aussi à réaliser les économies d'énergie indispensables. C'est notre dernière thématique et notre dernière question. J'aimerais vous demander à tous, à votre avis, s'il y a une mesure à prendre, la première mesure à prendre aujourd'hui, laquelle est-ce que c'est, Monsieur Girardet? Par quoi commencer? À votre avis, dans votre monde? Moi, c'est pas de mon monde. Je pense qu'il faut... c'est un peu facile, mais je pense qu'il faut commencer par pas attendre et puis entreprendre le changement, chacun à son échelle personnelle en tant que consommateur, mais aussi dans les quatre catégories qui sont mentionnées ici. Donc je pense qu'il faut... C'est un problème d'aujourd'hui et peut-être qu'il faut commencer par ça et pas se dire il faudra faire quelque chose de magnifique mais qui va prendre des années ou plus à mettre en œuvre, mais commençons à notre échelle petit à petit dès maintenant.
des petites mesures accessibles. Mathieu Fleury, première mesure concrète. Forcément, c'est ça. Je pense que la réussite de la transition sera liée à notre capacité à générer une vraie communauté de destin là autour. C'est-à-dire, à mon avis, la réponse à la question 4, c'est forcément tout le monde, mais on doit aussi avoir le sentiment que tout le monde tire à la même corde dans ce contexte-là. Et moi, franchement, une des choses que je verrais justement avec ce peuple de locataires que sont les Suisses, c'est un partage de responsabilités entre le bailleur et le locataire. C'est-à-dire une mesure que moi j'appellerais de mes voeux, c'est qu'en termes de charges, les charges qu'on met à la charge justement du locataire, eh bien qu'elles soient calculées justement selon une moyenne et que le locataire paye selon un parc énergétique normal, donc un chauffage normal, de l'électroménager moderne, etc. Parce qu'aujourd'hui, le bailleur a la possibilité de faire porter par le locataire des choix énergétiques qu'il a fait lui-même, sans la possibilité pour le consommateur final de faire des choix, de changer son électroménager, de changer son chauffage. Et je trouve que là, il y a une injustice par rapport à une volonté de la plupart des consommateurs, qui sont bien souvent des locataires, qu'il faudrait corriger. Et là, il y a une communauté entre le bailleur et le locataire à trouver, là autour, et avec ce genre de mesures, je crois qu'on peut réussir. Merci beaucoup. Une co-responsabilité des propriétaires. Cornelis Net, quelle est pour vous la première mesure à prendre? Alors pour moi, c'est d'agir sur le bâtiment. Le chauffage de nos bâtiments, c'est 50% de notre consommation d'énergie. Et dans la plupart des cas, sauf dans les bâtiments neufs ou lorsqu'on a déjà mis des équipements renouvelables, on pollue aussi. Et on aggrave la qualité de l'air ambiant dans laquelle on vit. Et donc, j'inviterai chacun à réfléchir à quelle action mener sur la problématique du chauffage qu'il vit là où il se trouve. Merci beaucoup. Monsieur Hurek, c'est à vous. Je crois que la responsabilité, la combat à tout le monde, et la première des choses à faire, c'est de montrer soi-même l'exemple. C'est de commencer. Moi, je peux, en tant que citoyen, en tant que société énergétique, en tant que politicien, je peux faire un plus pour faire avancer cette transition énergétique, parce qu'on voit que c'est pas facile de faire changer les habitudes, mais en démontrant que soi-même, en étant concerné, en mettant des objectifs. Je vous donne un exemple. Dans une société comme la nôtre, on fixe pas seulement des conseils à la clientèle, on fixe des objectifs de réduction de consommation interne, réduction de carburant, réduction d'eau, réduction d'électricité. Et avec les mesures qu'on a prises, on peut montrer, par exemple à la population, aux clients, que c'est possible avec peu d'argent. Puis après, il faut aussi rendre sensible que si on veut réellement avancer un pas plus loin, la population doit comprendre qu'elle doit aussi accepter quelques désagréments dans son jardin. Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire on économise l'énergie, il suffit de consommer moins, on aura tout résolu. La transition énergétique, c'est aussi changer de mode de production de l'énergie. On va passer d'une énergie fossile à d'autres types d'énergie. Et puis là, il faut l'expliquer. Et aujourd'hui, on est vraiment contraint à des situations où la population a de la peine à comprendre. Je vous donnerai un seul petit exemple. Ça fait plus de 10 ans qu'on essaye de construire 6 éoliennes à Sainte-Croix et on est toujours en attente de décision au niveau juridique et je pense que ça ira encore 1 ou 2 années avant qu'on puisse avoir une décision définitive. C'est 6 éoliennes parmi des centaines si on veut réussir cette transition énergétique en Suisse. Donc ça demande un engagement politique, ça demande un engagement du citoyen. Chaque fois qu'on va présenter nos projets, on nous dit « oui, mais pas dans mon jardin, on n'en a pas besoin chez nous ». Mais si à l'époque, les Valaisans avaient dit et les cantons alpins avaient dit « on ne veut pas de barrages dans notre pays », je ne sais pas où on serait aujourd'hui, puisque c'est 60% de la production d'énergie électrique au niveau de l'hydraulique. Donc là également, ça demande une responsabilité de tout le monde. Puis ce pas, faisons-le d'abord soi-même. Merci beaucoup. Une question. Oui, monsieur, vous êtes le premier à avoir levé la main. Je vous remercie. Merci de vous présenter. Bonsoir à tous. Juan López Villarejo, ancien chercheur au CERN et aussi à l'EPFL. En fait, ma question est si... j'ai vraiment apprécié les débats, j'ai beaucoup aimé. Je voudrais savoir aussi si on va parler du projet Volte-Face
un peu plus en détail et s'il aura l'opportunité de poser des questions, parce que ce n'était pas clair. Moi, en tout cas, j'aimerais. Après le débat, dans quelques minutes, vous aurez un exposé sur la suite du programme Volte-Face qui devrait répondre à vos questions. Désolé, alors, de prendre les moments. Très bien. J'espère qu'il y aura une autre question. Ici, une question où... Voilà, madame, ici. Martine Meldem, députée au Grand Conseil. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup encouragé, culpabilisé le consommateur. Je pense que c'est très bien, c'est très important. Lui, il peut agir beaucoup. Mais une étude d'un professeur Bonvin du canton du Valais a fait une démonstration qu'il faut fabriquer 200% d'énergie pour que 100% arrive au consommateur. Et là, je me dis qu'à la limite, c'est comme l'alimentation, on jette pratiquement le 30 ou le 50% même, hein, on arrive si on ajoute tout. Là, je pense qu'avec les nouvelles technologies, la gestion de l'énergie, il y aura peut-être moins de pertes sur le chemin pour arriver jusqu'à nos maisons et ça mettrait en valeur les énergies renouvelables qu'on peut produire dans ce pays. Qui souhaiterait répondre? Finalement, le gaspillage, l'énergie produite pour amener... Monsieur Cornelis-Net, peut-être? Bon, je comprends la question comme adressant la problématique aussi de l'efficacité, donc le choix des méthodes de production d'énergie qui doivent être efficaces et d'assurer aussi un transport efficace. Donc ça, c'est, je pense, des problématiques... comment dire, je ne saurais pas les décrire en quelques mots, mais c'est vraiment au centre des préoccupations. Là aussi, si je me réfère à la récente loi vaudoise, il y a eu plusieurs articles qui ont été conçus, discutés. Le règlement aussi a été discuté avec une commission avec toutes sortes de représentants des milieux professionnels, où souvent cette question revenait, est-ce qu'on va justement essayer de promouvoir telle technologie ou la dissuader en ayant à l'esprit l'idée de faire les bons choix. Typiquement, ce type de discussion tournait autour de la notion du chauffage électrique. Est-ce qu'il faut ou pas dissuader les personnes d'utiliser un chauffage électrique parce que c'est une façon réputée inefficiente d'utiliser de l'électricité. Donc je crois que cette préoccupation, elle est là, mais c'est assez complexe parce que, encore une fois, on parle électricité, on parle chaleur, on parle distribution. Il y a beaucoup de paramètres. Je vous remercie. Nous arrivons au terme de ce débat. Nous avons un dernier chercheur qui est là pour nous apporter son expertise. Il s'agit de Marc Odetta. Il est responsable de recherche à l'interface sciences-société. On en a beaucoup parlé ce soir. Monsieur Odetta, venez seulement. Vous êtes, encore quelques mots pour vous présenter. Vous êtes spécialiste de la médiation et de la promotion du débat public sur justement toutes les thématiques qui touchent à la science et à la société. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce sondage qui concerne finalement la responsabilité de la transition énergétique? Volontiers. Alors, merci Nathalie Ronda. Alors, apparemment, d'après les réponses qui ont été fournies à la question 1, on ne voit pas le mammouth arriver, mais on sait qu'il arrive. Et donc, il y a une prise de conscience qui permet de bâtir des politiques et des stratégies. Et ce qui m'intéresse, c'est comment on va articuler cette volonté qui s'exprime beaucoup au niveau individuel, comment on va l'articuler avec les instruments politiques et économiques adéquats. Alors, apparemment, les politiques qui visent des enjeux globaux, de type écologique et qui ne rapportent pas des bénéfices à court terme mais palpables, rencontrent des difficultés. Alors, peut-être, voyons quelles sont les difficultés propres à notre pays. Je pense qu'il faut se tourner vers les politiques comparables que l'on a essayé de mettre en œuvre. Et là, je ne peux m'empêcher de citer la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui, je le rappelle, a été discutée au Parlement en 1995-96 et a été adoptée sous la forme de la loi sur le CO2. Eh bien, 15 ou 20 ans de mesures pour essayer de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire d'inverser la tendance à l'augmentation constante,
est un échec ou un demi-échec, ou en tout cas notre pays aurait pu faire beaucoup mieux, c'est une évidence. Et alors, comme je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi en détail on a échoué sur ce dossier, je vais résumer les choses en disant ceci, qu'il ne sert à rien de demander aux citoyens, aux habitants de faire des efforts pour économiser quelques gouttes d'eau d'un côté, alors que de l'autre, des robinets sont ouverts à fond, coulent à flot, sans qu'on agisse dessus. Et j'ajouterais qu'il est contre-productif de culpabiliser les gens sur leur consommation d'énergie alors qu'on ne leur a pas fourni les moyens pour agir sur celle-ci et quand, surtout, les autorités n'ont pas mis en place les moyens, les mesures adéquates pour atteindre les objectifs qu'elles ont elles-mêmes fixés. Donc venons-en à la transition. La Suède, qui a tiré les leçons du premier choc pétrolier dès les années 70 et renouvelé ses engagements pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles dans les années 90, a vu cette dépendance au charbon, pétrole et gaz passer de 70% en 1970 à 30% en 2010. Une réduction de 40%. Le PIB de la Suède, entre-temps, a doublé. Et le confort en Suède n'a pas été modifié de façon significative. Donc, la Suisse, qui n'a rien fait de particulier à cet égard, aujourd'hui encore est dépendante pour les 2/3, donc 65 ou 66%, dépendante des achats de pétrole et de gaz à l'étranger. Donc, pour faire un effort comparable à celui de la Suède, je dirais que, et donc pour remplacer ces énergies fossiles, et il faut le dire, avec l'énergie nucléaire ou en se passant également de l'énergie nucléaire, ce qui ajoute un défi un peu piquant au défi à relever, je dirais que tous les types d'instruments économiques et politiques doivent être utilisés en même temps. Il faut agir non pas seulement au niveau individuel, mais il faut agir à tous les niveaux pertinents des systèmes techniques qui sont concernés et qui dépensent de l'énergie. Et pour que tout le monde tire à la même corde et soit astreint à un certain effort, c'est ce que j'appelle l'équité dans les efforts de réduction de l'énergie, où il faut qu'ils soient répartis, à mon avis. Et je pense que ceci est fondamental, car c'est important psychologiquement, on l'a vu, c'est important économiquement, parce que les acteurs économiques et les entreprises ne veulent pas être désavantagés par leurs concurrents. Et puis, ainsi, on aura la possibilité de voir dans les chiffres d'année en année le résultat des efforts qui sont fournis par tout le monde, et ça mettra en place une dynamique envers l'objectif. Et donc, en conclusion, je dirais que réduire la dépendance de la Suisse aux énergies fossiles et fissiles, peut-être, est une bonne chose, et ceci est établi depuis très longtemps. Notre pays a les moyens financiers des investissements, donc il n'y a pas d'excuse de ce côté-là. Les ingénieurs et les scientifiques ont dit depuis un certain temps qu'ils, elles, étaient prêts à relever les défis techniques sur le chemin de cette transition énergétique. Et donc, selon moi, ce sont les conditions politiques et la volonté à ce niveau-là qui font encore défaut. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Marc Odetta, mais à tous les chercheurs qui sont venus nous parler ce soir. Merci à nos 4 participants et invités qui ont essayé de répondre à ces vastes questions sur comment répondre aux défis de la transition énergétique. Je vous propose de les applaudir. Merci, messieurs, de votre participation. On va vous laisser descendre, rejoindre vos chaises pour ensuite maintenant appeler Nelly Niva pour la suite de la plateforme Volte-Face. Ça va répondre à votre question, monsieur.
C'est Nelly Niva, donc chef de cet ambitieux projet Volte-Face, qui va nous expliquer quelles seront aujourd'hui maintenant les prochaines étapes. Vers quoi va-t-on les 2 ou 3 prochaines années? Alors avant de vous parler du futur de Volte-Face, je voudrais vous montrer ce qui s'est passé cet après-midi. Cet après-midi, donc, on a réuni, pas très loin d'ici, juste au-dessus, une centaine de participants pour travailler ensemble à définir quelles devraient être les questions de recherche que Volte-Face devrait aborder par la suite. Nous avons travaillé de façon participative. Les gens ont pu écrire des post-it qu'ils ont partagés et ensuite, il y a eu une phase de marché où chacun a pu mettre en place ses post-it et voter pour les problématiques qui étaient prioritaires. Donc voilà ce qui s'est passé cet après-midi. Peut-être certains d'entre vous sont frustrés de ne pas avoir été à cet événement, mais comme vous pourrez le voir, dehors, nous avons réaffiché en fait les posters de ce workshop, donc vous pourrez voir quelles questions ont été élues comme étant prioritaires à traiter dans Volte-Face. Et puis pour ce qui est de la suite, c'est des projets de recherche-action qui vont être lancés. Donc la recherche-action, c'est le fait de faire travailler aussi bien des chercheurs que des gens de la société et que des experts du monde de l'énergie ensemble pour développer des projets de recherche. Ces projets de recherche, ils ont une durée de 3 années, donc je vous invite à revenir suivre Volte-Face pour les prochains projets. Donc c'est des projets de recherche qui vont débuter. Si vous êtes intéressé à aussi travailler sur ces projets de recherche, c'est pour répondre peut-être à la question de monsieur tout à l'heure, c'est encore possible. Vous pouvez déjà regarder les thématiques qui sont sorties, vous pouvez nous contacter en nous expliquant ce qui vous intéresserait dans Volte-Face. Et puis pour les autres personnes qui sont peut-être intéressés à suivre le futur du processus Volte-Face. Donc Volte-Face, c'est des projets de recherche, mais c'est aussi des plateformes de rencontres, comme cet événement qui inaugure en fait le premier rendez-vous Volte-Face, mais il y en aura d'autres, il y aura des conférences, il y aura des workshops. Vous pouvez vous inscrire au club Volte-Face. À la sortie, vous aurez des listes à remplir et vous êtes les bienvenus pour suivre la suite du processus. Voilà. Merci Nelly Niva. Merci beaucoup. Pour clore cette soirée, j'ai le plaisir d'appeler Dominique Arletta, recteur de l'Université de Lausanne. J'aimerais vous remercier de votre participation. Merci à tous les intervenants. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous. Merci beaucoup. Nous arrivons effectivement au terme de cette partie officielle de l'inauguration de Volte-Face. J'aimerais tout d'abord remercier toutes les participantes et tous les participants. Je peux vous dire que c'est un grand bonheur de voir à l'université des personnes provenant de milieux et de publics si différents réunis pour parler d'un thème important pour notre avenir. J'aimerais rendre hommage à toutes les personnes qui travaillent depuis de nombreux mois à la concrétisation de ce projet. Comme ça a déjà été dit tout d'abord à Monsieur le vice-recteur Benoît Frein, qui est à l'origine de cette idée, à Madame Nelly Niva, chef de ce projet, ainsi qu'à différentes personnes qui ont collaboré. J'aimerais remercier Madame Nathalie Randin, qui a animé avec dextérité ce débat, ainsi que toutes les personnes qui sont intervenues. Il y en a une qui est intervenue, qui a beaucoup stimulé ce débat, et j'aimerais lui demander de venir sur scène pour être applaudie. C'est Mix et Remix. Voilà, je vous encourage à vous inscrire au Club Volte-Face à la sortie de cet auditoire pour que nous puissions rester en contact avec vous. Et j'ai le plaisir maintenant de vous inviter à partager l'apéritif qui nous attend, mais je vous prie de ne pas prendre un verre avant d'avoir rendu les petites calculettes que vous avez utilisées pour voter. Merci beaucoup.